Salut les potes. Dans cette vidéo, nous allons voir cet ensemble de lois qui nous autorise évidemment à faire de la détection dans certaines conditions, puisque c'est un petit peu restrictif et c'est tout à fait normal pour la sauvegarde de notre patrimoine. L'utilisation des détecteurs de métaux est régie principalement par l'article L542.1 du Code du patrimoine et qui stipule que nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet de recherche de vestiges pouvant intéresser l'art, l'histoire, la préhistoire ou l'archéologie. Clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nul ne peut utiliser du matériel de détection métallique si ces recherches concernent des biens historiques ou militaires. Toute prospection est considérée comme archéologique dès lors que sa finalité est la recherche de vestiges pouvant intéresser l'art, l'histoire, la préhistoire ou l'archéologie, comme dit plus tôt, ou les objets militaires également. Il faut savoir que les fouilles militaria, on en voit de plus en plus sur internet, notamment en vidéo sur YouTube, eh bien c'est strictement interdit par la législation. Vous n'avez pas le droit non plus de rechercher dans les forêts domaniales puisque ce sont des espaces protégés et certaines plages sont également des sites protégés, donc à vous de vous renseigner. Si vous voulez faire des recherches de patrimoine historique ou de biens archéologiques, eh bien vous pouvez le faire sous réserve d'obtenir une autorisation administrative. Là c'est un petit peu compliqué à obtenir. Retenez simplement que la loi elle vous permet de faire des recherches sur des endroits hors site archéologique et historique. Alors comment savoir si l'endroit que je veux prospecter est un site archéologique ou historique, me direz-vous? Eh bien plusieurs choses. Le propriétaire du terrain doit être au courant s'il y a des vestiges sur son sol, la mairie doit être au courant et le service régional d'archéologie, si vous précisez le numéro de parcelle, le lieu-dit, etc., etc., bref, le lieu de recherche, eh bien, doit vous délivrer, eh bien, son classement ou non. Et puis, dernier recours, si vous ne trouvez pas les informations, eh bien, vous pouvez être vraiment sûr, je crois que c'est tous les 3 mois, qu'au journal officiel est publiée la liste officielle des sites et monuments classés en France. Donc, vous avez la possibilité de savoir si l'endroit que vous visez a un site historique ou non. Il se peut tout de même que l'endroit que vous visiez ne soit pas un site encore déclaré. C'est possible, les terres sont très vastes et tout n'a pas été parcouru. C'est aussi votre rôle de prospecteur de déclarer ces lieux, mais surtout de ne pas y détecter. Alors c'est assez facilement visible. Si vous arrivez dans un champ et qu'il est plein de poteries ou qu'il y a un ensemble de cailloux à certains endroits, vous pouvez bien vous douter qu'il y a effectivement là un site archéologique. Évidemment, les lieux de bataille sont interdits, forcément, et les forêts gérées par l'ONF, généralement les forêts domaniales, sont des espaces protégés, des espaces naturels protégés, mais ils peuvent aussi receler des biens archéologiques. C'est aussi des fois une raison du classement ou de la protection de ces endroits. Donc là, évidemment, l'autorisation du propriétaire ne suffit plus. Il faut l'autorisation, dans le cas de la forêt domaniale, du gestionnaire. On y revient plus tard. Alors à qui est-ce que je dois demander l'autorisation de prospecter sur un terrain? Au propriétaire du terrain ou au gestionnaire du terrain? Le gestionnaire, ça peut être l'ONF pour la forêt domaniale, ça peut être tout simplement une mairie pour une base de loisirs. Il faut chercher un petit peu selon l'endroit que vous allez prospecter. Un champ, le paysan qui exploite ce champ n'est pas forcément le propriétaire. Ça peut être simplement un exploitant, il peut louer cette terre. Renseignez-vous bien, soyez bien sûr d'avoir l'autorisation du propriétaire parce que effectivement, on sait jamais. Et surtout, il y a de plus en plus de casse-couilles qui viennent faire les justiciers et du coup, face à ces gens-là, il vaut mieux avoir l'autorisation du propriétaire. Ça fait toujours son petit effet de passer un coup de fil au propriétaire et de demander à cette personne ce qu'elle fait sur ses terres alors que vous y êtes autorisé. Concernant l'ONF et les forêts domaniales, je vous le dis tout de suite, l'ONF ne délivre pas d'autorisation de détection sur ces espaces protégés, que ça soit pour la protection d'espèces végétales, d'espèces animales ou d'espaces historiques, de vestiges archéologiques. L'ONF ne délivre pas d'autorisation à part pour les archéologues. Donc si vous vous faites attraper, ça peut vous coûter très très cher, généralement ça rigole pas. Quoi qu'il arrive, les potes, si vous faites une découverte pouvant intéresser l'art, l'histoire, la préhistoire ou l'archéologie, eh bien vous êtes tenu d'en faire la déclaration. Et où est-ce qu'on va faire la déclaration? À la mairie, à la gendarmerie ou directement au service régional d'archéologie. Mais sachez que vous pouvez le faire directement à la mairie de votre village. À partir du moment où vous avez enregistré votre dépôt à la mairie, eh bien vous avez fait votre job. Ça fait partie des dispositions qui sont dans la loi. Et ça me fait évidemment l'introduction pour qu'est-ce qu'un bien archéologique, à quel moment je dois décider de déclarer ou non un objet que j'ai trouvé au détecteur. Encore une fois, la loi nous le précise et c'est l'article L510.1 du Code du patrimoine qui nous l'indique. Alors je prends mon petit pense-bête évidemment parce que tu te doutes bien que celle-là je la connais pas par cœur. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Constitue des éléments du patrimoine archéologique que tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. Wow, c'est assez large, mon pote. Là, tu peux te dire quand même, ouh,
comment est-ce que je vais m'en sortir? À partir de quel moment cet objet est considéré comme intéressant, cet article de loi? C'est suffisamment clair dedans, tiens, je vais reprendre mon petit pense-bête. C'est suffisamment clair parce que les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, bon, bah ta piécette pourrie qui est perdue au milieu d'un champ, elle sert pas à grand chose, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire. Bon, clairement, un vieux napo, il aura pas vraiment d'incidence. Une pièce gauloise isolée, pareil, elle aura pas vraiment d'importance. Par contre, si tu commences à trouver une pièce gauloise, là, une pièce romaine, hop là, un petit objet, ah, là, tu peux commencer à considérer qu'il y a un contexte. Maintenant, si tu trouves une fourchette napoléonienne là, un briquet de la semaine dernière à cet endroit-là, du papier d'alu là-bas, une gauloise là-bas et un bout de ferraille de l'autre côté, bon bah là en contexte, tu vois, il est pas vraiment intéressant. Donc c'est à vous quand même d'être suffisamment clairvoyant pour comprendre qu'à partir du moment où vous avez un ensemble d'objets qui concernent la même époque, vous êtes quand même sur un site susceptible de retracer l'histoire de l'humanité et donc de déterrer des biens qui peuvent intéresser les archéologues. À ce moment-là, vous devez faire la déclaration de ces objets et du site sur lequel vous les avez trouvés, bien évidemment. Ce qui nous amène à un autre point, les potes, qui est extrêmement important pour nous, c'est qu'est-ce qu'une découverte fortuite? Alors on est nombreux à s'être posé la question ou à encore se poser la question, et pourtant eh bien la découverte fortuite, sa notion est définie encore une fois dans le code du patrimoine, et je vais encore une fois vous sortir mon pense-bête parce que tu te penses bien que celle-là, eh ben je la connais pas non plus par cœur, et qu'il y a un petit peu de lecture. Il y a 3 articles concernant les découvertes fortuites, ces 3 sont l'article L531-14, l'article L531-15 et l'article L531-19 du code du patrimoine. Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celle-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux et les objets où ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. Waouh, c'était dur, j'ai plus de salive. Clairement, je pense que voilà, t'as compris, c'est quand même assez clair. Les découvertes, elles sont fortuites lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, l'utilisation d'un détecteur de métaux, elle rentre dans un fait quelconque. Donc, ce que vous allez trouver avec un détecteur de métaux, eh bien, ça peut être fortuit à partir du moment où vous n'avez pas fait des recherches, une triangulation patati patata, du blablabli blablabla pour trouver un truc. Tu te balades dans un champ avec ton détecteur, ça sonne, là c'est une merde, là c'est une pièce. Eh ben, c'est fortuit, mon pote. Voilà, c'est comme ça, donc pas de risque avec ça. L'article L531-15 est extrêmement intéressant, pas spécialement pour nous, mais je vais vous le lire quand même. Si la continuité des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie a un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État dans les conditions prévues au précédent chapitre. T'as vu ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commences à trouver 2 piécettes de merde, comme je te disais tout à l'heure, un bout de ferraille là, un bout d'alu là, un apollo là, un bout de chaise là-bas, bah mon pote, tu peux tout à fait continuer à faire ta prospection au détecteur de métaux, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, bah, c'est que si évidemment on commence à rentrer dans un contexte historique, donc un ensemble d'objets par exemple, et bien là, c'est l'État qui doit entreprendre ou non des fouilles, mais en tout cas, tu n'as plus le droit, toi en tant que particulier, sans autorisation administrative, de continuer. En tout cas, l'article L531-15 nous précise également que pendant ce temps, le temps que l'État se décide à faire des fouilles, le terrain où ont été faites les découvertes est considéré comme un site classé. Donc évidemment, t'as plus le droit d'y aller. L'article L531-19, on s'en fout, on passe outre. Comme je ne connais pas toute la législation par cœur, mon pote, le point suivant, c'est pareil, j'ai ma petite feuille quand même, et ça concerne le régime de propriété du patrimoine archéologique. Parce que souvent, les détectoristes, on voit sur internet, sur les forums, les Facebook, les réseaux sociaux, que souvent vous êtes des collectionneurs et vous gardez les objets du patrimoine. Sachez que ces objets ne vous appartiennent pas à aucun moment. Certains aiment dire que c'est 50-50, ça se passe pas tout à fait comme ça en fait. Il faut comprendre que les biens archéologiques sont sous le régime de propriété du patrimoine archéologique et les dispositions de l'article 552 du Code civil ne s'appliquent
pas aux biens archéologiques. C'est-à-dire, l'article L541.1 régit effectivement le régime de propriété des objets archéologiques et nous dit les choses suivantes. Les dispositions de l'article 552 du Code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi du 7 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'État dès leur mise au jour à la suite d'opérations d'archéologie et ou en cas de découverte fortuite. Ok ? Donc, effectivement, directement, ça appartient à l'État. Si des biens archéologiques sont mis au jour, sachez qu'il y a une disposition, c'est l'article L541.2, qui nous dit que lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis à jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, l'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l'article L621.7. L'article L541.3 apporte une précision financière, puisque là encore, certains, notamment chez les détectoristes, vous disent oui, l'État prend tout. Mais non, l'État ne prend pas tout. Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du bien. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte. Ça, c'est très important comme précision. Ça veut dire que le propriétaire de l'objet, donc pas vous, le propriétaire du terrain dans lequel a été fortuité l'objet, est dédommagé en cas d'exploitation de cet objet. Si cet objet n'a qu'une valeur historique et qu'il ne sera pas mis comme pièce au musée et qu'il ne générera pas de l'argent, ce qui, cela dit, va être difficile à quantifier, eh bien, il n'y aura pas d'indemnité. Néanmoins, ce qu'on peut lire aussi entre les lignes, eh bien, c'est que l'État peut effectivement dédommager à hauteur de la valeur fixée par des experts. Il y a enfin un dernier point que je voulais aborder avec vous concernant cette législation, c'est le suivant. C'est l'article L613.1 qui régit la qualité des sites patrimoniaux, des sites remarquables, etc. etc. C'est-à-dire que c'est le classement, et ça c'est régi par le livre 4 du titre 3 du Code de l'environnement. Donc je vous mets tous les liens évidemment dans la description de tout ce que l'on a vu, et vous pouvez trouver le lien directement de cette loi dans le descriptif. Alors bien évidemment, il y a tout un ensemble de questions qui ont été posées à différents ministres, qui ont été posées directement à la Commission européenne, et bien c'est Alsa Prospection, le plombier gaulois, qui en a fait toute une synthèse. Je vous mets le lien dans la description, vous allez pouvoir retrouver vraiment une quantité d'informations astronomiques qui nous indiquent toujours la même chose. La détection de manière ludique, la détection en tant que loisir, est totalement autorisée en France. Elle n'est pas que tolérée, elle est autorisée. Donc il faut arrêter avec ces UDM qui nous racontent que la détection est interdite, avec ces associations de pseudo-défense du patrimoine qui nous répètent sans cesse que nous sommes des pilleurs et des voleurs de patrimoine. Eh bien tout ça c'est faux. Vous pouvez pratiquer votre loisir en toute quiétude à partir du moment où vous respectez la loi. Je voulais vous parler d'un formulaire. Tout à l'heure je vous ai dit d'une autorisation administrative. Effectivement c'en est une, mais vous allez voir, je vous ai réservé une petite surprise quand même pour cette fin. C'est une autorisation administrative qui est beaucoup plus facile à obtenir en tant que particulier, et ça s'appelle une autorisation temporaire de prospection. Elle vous autorise à faire des prospections de surface sur même le territoire complet d'une commune, mais en tous les cas vous avez l'autorisation officielle de pouvoir rechercher des vestiges. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'aller piller des sites, ça veut dire que vous pouvez partir à la recherche de choses qui ne sont pas encore découvertes, et ça peut être une alternative. Vous pouvez tout à fait faire cette demande avec un détecteur de métaux. Vous pouvez le demander dans la DRAC de votre région, qui est censé vous envoyer un formulaire à remplir, à renvoyer. C'est donc, comme je vous le disais, beaucoup plus facile à obtenir que l'autorisation administrative. Néanmoins, vous allez avoir besoin quasiment des mêmes informations. Ce sera moins complet. L'autorisation administrative concrète, il va falloir faire des plans. C'est une demande assez complexe. Là, c'est assez simplifié. On va vous demander évidemment vos coordonnées, bien sûr. On va vous demander les coordonnées du lieu que vous voulez prospecter. Si c'est un lieu précis, il faudra préciser carrément ses coordonnées. Vous allez devoir indiquer les méthodes et moyens mis en œuvre pour faire ces prospections. Donc, dans le cas de l'utilisation d'un détecteur de métaux, vous indiquez que c'est l'utilisation d'un détecteur de métaux. Vous indiquez toutefois votre niveau de connaissance, si
si vous pouvez le faire. La justification de l'intervention, qu'est-ce qui justifie le fait que vous vouliez faire une prospection? Il peut y avoir des tas de raisons qui vous amènent à vouloir faire ce type de recherche, et bien c'est là que vous l'indiquez. Il vous faudra évidemment les autorisations écrites du ou des propriétaires des terrains, sans quoi vous ne pourrez pas évidemment prétendre à cette autorisation. Vous pouvez le faire en tant que bénévole, vous pouvez le faire à titre d'association, vous pouvez le faire avec une fédération, vous pouvez le faire avec un musée, vous pouvez le faire avec une école, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus facile à obtenir qu'une autorisation administrative. Je vous le rappelle, ça s'appelle une autorisation temporaire de prospection. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu comme d'habitude, vous n'hésitez pas à venir poser vos questions en commentaire, rejoignez-nous sur Facebook, bien sûr sur la page Tous à Poil. Si cette vidéo ne vous a pas plu, c'est comme d'habitude, vous allez voir votre mamie, votre papy, vous faites un petit bisou de ma part, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo les potes, et je vous embrasse, ciao.